Dans un très beau texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant fait remarquer ça. La paresse et la lâcheté expliquent l'état de minorité, la soumission à des tuteurs. La paresse, parce que, s'il faut en plus penser librement, alors c'est du boulot, vous voyez, il faut s'y mettre, alors c'est pas rigolo, quoi, vous voyez. Et la lâcheté, parce que penser librement, au premier abord en tout cas, c'est une prise de risque. C'est pas ce que ça va produire comme effet. Peut-être que ça peut produire des effets de tension sociale, on ne sait pas. Et les tuteurs, évidemment, s'appuyant sur ces deux sentiments, qui nous tournent volontiers vers la minorité, se chargent très aimablement, évidemment, de nous fournir des pensées clés en main. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Vous voyez ? Et regardez, c'est pas pris au hasard. Un livre qui me tient lieu d'entendement. Alors on pensera, nous qui sommes les enfants de la Révolution et d'une République laïque, on pensera à un texte religieux. Non, le texte philosophique. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, si le livre pense à ma place, je n'ai pas besoin de penser. Il y a un livre qui s'occupe de moi, enfin c'est lui, imaginez... J'ai mon petit traité de pédagogie de Kant sur ma table de chevet, et puis je vais donner un cours le lendemain. Alors je vais chercher la solution au problème que j'ai rencontré la veille pour voir s'il n'y a pas de souci. C'est lui qui sait, puis c'est lui le patron, c'est Kant, donc si c'est lui qui sait. Et donc c'est lui qui pense à ma place. Vous voyez, c'est une indication d'ailleurs sur ce que c'est que lire un texte philosophique quand on le lit philosophiquement. Lire un texte philosophique philosophiquement, c'est pas se soumettre à la pensée que le texte nous propose. C'est d'abord comprendre la pensée que ce texte nous permet d'actualiser, de faire actualiser, et c'est s'interroger sur les limites éventuelles de cette pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication philosophique d'un texte philosophique sans une dimension critique de l'explication, nécessairement. Ou alors, imaginez dans l'école de la République, on enseigne des textes philosophiques en disant « Attention, ça c'est la vérité, il faut que tu saches, c'est pas ça. » Donc le livre qui tient lieu d'entendement, ça peut être le livre de philosophie. Alors, là, on parlait de l'entendement, c'est-à-dire de la pensée. Prenons le médecin, dans cet ordre-là. Le médecin, s'il décide pour moi de mon régime, ça veut dire qu'il va prendre en charge mon corps. On va dire, oui, enfin quand même, c'est le médecin, lui, il sait. Moi, je suis pas médecin, donc je sais pas. Donc c'est lui qui décide, c'est normal. C'est normal. Il faut demander aux experts ce qui est bon pour nous. Donc le médecin a la compétence de décider à ma place de mon régime. Bon, l'exemple du régime, en plus, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, ai-je besoin d'un médecin pour savoir que, je sais pas, moi, une certaine quantité d'alcool journalière présente malgré tout un certain risque, à la fois pour ma santé et pour mes relations sociales. Est-ce que j'ai besoin d'un médecin pour ça? C'est pas sûr. Le régime, pas sûr. Mais au-delà du régime, Kant nous invite à réfléchir à ceci, que, mon corps, c'est mon corps. C'est mon corps, c'est pas une chose, ça appartient pas au monde. Donc quand je vais voir le médecin, je lui fais pas cadeau de mon corps. Voilà, je ne livre pas mon corps comme un objet entre les mains d'un expert qui va décider à ma place de ce qu'on doit en faire. Vous voyez ? Alors je dis pas que le médecin n'est pas compétent, je ne mets pas en doute la compétence du médecin. Encore que, il arrive qu'un médecin se trompe, ça peut arriver. D'ailleurs, la médecine n'est pas une science puisque c'est un art. Et que la médecine met en œuvre des procédés à partir de connaissances scientifiques, mais appliqués à un corps qui n'est pas tout à fait un corps objet appartenant à la nature, mais un corps qui révèle une conscience et qui pourrait bien révéler par là même une résistance à l'égard de la maladie. Comme le disait Rousseau, il y a certains patients qui craignent plus le médecin que la maladie. Mais il faut faire avec quand on est médecin. Et donc il faut trouver les arguments, il faut échanger, il faut parler, il faut parler, quoi. Voilà, et quand on parle, ça veut dire qu'on parle à un être qui n'est pas qu'un corps livré au monde des choses, parce qu'on ne parle pas aux choses. Ou là encore, là c'est le médecin qui, s'il parle aux choses, devrait consulter. Vous voyez ? Donc on parle à des personnes. Donc ça veut dire que mon corps, c'est pas une chose. Donc j'ai le droit à la vérité. J'aimerais bien qu'on en discute un peu de ce que on va faire de mon corps. Faut-il, ne faut-il pas ? Enfin, j'ai besoin de savoir. Donc évidemment, si j'ai ce rapport au corps, parfois je suis un peu encombrant. Je peux paraître un peu encombrant, mais c'est mon corps.
Vous voyez, moi, si je suis une jeune femme et que je suis hospitalisée, qu'on va me soumettre à un traitement qui est bon pour mon corps, hein, je ne suis pas en train de discuter la légitimité de la médecine, la compétence des médecins, c'est pas ça. Je dis simplement que si je suis cette jeune femme qui va subir ce traitement, qui va lui faire perdre ses cheveux, etc., si elle dit, oui, mais moi, j'aimerais bien avoir ma trousse de maquillage, avoir je sais pas, quelque chose, on va dire, bah, écoutez, vous n'allez pas nous embêter avec tous ces trucs, nous, on est dans le dur. Vous voyez, on n'est pas dans le maquillage et les apparences, mais c'est son corps. Fait ce qu'elle veut. Si elle a envie, c'est son droit. Voilà, c'est tout. C'est pas médical. Là, c'est sûr, sur le plan médical. Encore que, un bon médecin, sachant bien que ce qu'il maîtrise, c'est un art plutôt qu'une science, il sait bien en même temps que si le sujet lui-même s'engage dans son traitement et qu'il trouve le moyen de subir le traitement dans des conditions un peu meilleures, ça ne peut être que favorable, sinon à la guérison. D'ailleurs, guérit-on, c'est pas sûr. Mais en tout cas, aux soins. Guérit-on, c'est pas sûr. Hein. Vous savez, c'est pas sûr. Non, mais je veux dire ça. Si la guérison, c'est le retour à l'état initial, il n'y a pas de guérison en médecine, hein, puisqu'il n'y a jamais de retour à l'état initial, par définition. Par définition. Donc, la médecine, c'est vraiment cet art qui consiste à faire en sorte que le corps se porte le mieux possible, dans les conditions les meilleures possibles, en prenant des risques qui sont les calculés au plus juste, le mieux possible, dans une espèce d'évaluation qui ne peut pas se faire dans le secret d'une conscience qui est celle d'un expert qui laisse tomber complètement la personne à qui on s'adresse. C'est pas possible. Ou qui s'adresserait simplement à la famille, en disant, c'est la famille, mais lui, bon, on va s'adresser à vous. Vous allez prendre la décision pour lui ou pour elle. Oui, d'accord. Bon, enfin, oui, mais il n'est plus en état de réfléchir. Oui, mais bon, c'est une personne quand même. On ne traite pas les personnes comme des choses. Donc, un médecin qui décide de boire de mon régime, vous voyez bien, c'est la position du mineur face à un tuteur. De même que tout à l'heure, celui qui soumettait la pensée d'un livre, c'est la position d'un mineur face à un tuteur. Dans le premier cas, le tuteur, c'était le livre, peut-être le philosophe d'ailleurs, qui deviendra un tuteur, ce qui est contraire à l'exigence philosophique. Dans le second cas, c'est le médecin. Puis il y a le troisième cas, un directeur qui me tient lieu de conscience. Regardez, là, c'est parfait, parce que le directeur de conscience, c'est celui qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Là où est le devoir, ce qu'on doit faire. Et voyez bien que le directeur de conscience, lui, il agit à la fois sur l'entendement et sur le corps. Parce que agir dans le monde, c'est prendre appui sur son intériorité, mais c'est produire un effet sur le monde qui met en jeu un corps. Si on n'a pas de corps, on ne peut pas agir sur le monde. Il nous faut un corps. Si on était des âmes flottant dans les limbes, il n'y aurait pas d'action. Une action de grâce peut-être, mais il n'y aurait pas d'action. Au sens, il n'y aurait pas de production dans le monde de quelque chose qui modifie la figure du monde. Donc, le directeur qui tient lieu de conscience, c'est le tuteur aussi. Mais là, c'est le tuteur qui a pris en charge à la fois la pensée, enfin, en l'occurrence ici, le devoir, donc ce qui est une représentation du bien, et le corps, en disant, tu dois faire ceci, pas cela, etc. Donc, être majeur. Bon, c'est pas être un mineur, puisque le mineur, il est soumis au tuteur. Mais le tuteur lui-même, est-ce qu'il est majeur? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que le tuteur lui-même, d'abord, il peut être soumis à des tuteurs. Donc, on n'a pas une preuve de majorité dans le simple fait d'être un tuteur. Et puis, d'autre part, le tuteur lui-même, très aimablement, il prend en charge nos pensées. Enfin, il nous propose ça. De prendre en charge nos pensées, nos actions, etc. Mais très aimablement, donc ça veut dire qu'il s'appuie sur la paresse et la lâcheté, donc il s'appuie sur celui qu'il domine. Donc dans le fond, le tuteur est soumis au mineur. Et oui, il va falloir qu'il ajuste ses propositions à ce que le mineur a envie d'entendre. Un peu comme les sophistes chez Platon, qui ont une parole qui cherche à la persuader, mais la persuasion faisant appel au sentiment, elle ne fait que s'adapter au sentiment de la foule qui fait face. Vous voyez, on s'adresse à la foule dans une sorte de psychologie des foules, en disant, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, je leur dis ça, oh, ça marche, revu de l'extérieur, oh, quel pouvoir, excellent, mais pas du tout. On a affaire à des mineurs soumis à des mineurs. Dans le monde où il y a des tuteurs et des mineurs, en fait, il n'y a que de la servitude, de tous les côtés. Tel se croit le maître des autres, des Rousseau, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Dans ce monde-là, il n'y a pas de liberté. Donc la sortie de ce piège qui est la relation du mineur au tuteur, c'est la majorité. La majorité, c'est la liberté. Je suis majeur quand je suis moi-même la cause de mes pensées. Et donc, étant moi-même la cause de mes pensées ou de mes représentations, je suis majeur quand je suis moi-même la cause de ce que mon intériorité va produire dans le monde, c'est-à-dire mon action.